Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. On va parler de 3 disparitions très inquiétantes de ressortissants français et américains en Grèce. Des disparitions qui se sont déroulées en ce mois de juin 2024, donc c'est très récent. Ces disparitions semblent soulever plusieurs problématiques dont certaines semblent communes à toutes les disparitions et qui sont assez frustrantes et révoltantes. Nous en parlerons juste après ça. Alors j'ai eu l'idée de réaliser cette vidéo parce que j'ai été contactée par un franco-américain qui lui est en contact avec la famille et les proches d'un franco-américain qui a disparu en Grèce et qui n'a toujours pas à ce jour été retrouvé. Donc tout le monde dans la famille cherche à médiatiser, c'est pour ça que j'ai été contactée. J'en profite également pour parler donc d'une double disparition de 2 femmes, 2 ressortissantes françaises qui ont également disparu en Grèce. De leur côté, tout le monde essaye aussi de médiatiser afin que tout le monde en parle et que peut-être il y ait des choses plus concrètes qui soient faites sur place. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de pouvoir aider une de ces familles de disparus, donc je vous en parlerai au moment opportun lorsque je vous exposerai les différents cas de disparition. Mais je vous remercie en tout cas par avance de m'écouter jusqu'au bout. Depuis début juin 2024, la Grèce subit une vague de chaleur intense qui a été à l'origine de plusieurs accidents tragiques. Pourtant, ce pays méditerranéen est quand même assez coutumier des canicules. D'ailleurs, en 2023, il y a eu un épisode caniculaire assez important qui avait débuté début juillet, mais qui était assez impressionnant par sa longueur parce qu'il avait duré 2 semaines et il avait engendré des incendies qui avaient détruit quelques 175 000 hectares de végétation au cours de l'été. Bon, ça ne démotive clairement pas les touristes qui, selon les statistiques, sont de plus en plus nombreux à se rendre en Grèce pour la visiter. D'ailleurs, moi, rien que ce mois de juin, dans mes contacts sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir au moins 3 personnes différentes visiter la Grèce. Tellement les touristes sont de plus en plus nombreux que les locaux commencent à s'alarmer et demandent des mesures plus strictes pour protéger les nombreux sites d'intérêt et historiques ainsi que les espaces naturels. Les autorités locales commencent d'ailleurs à appliquer des mesures pour contenir l'impact du tourisme, comme sur le très connu site de l'Acropole à Athènes, où le nombre de visiteurs quotidiens est désormais limité. Donc cette année 2024, qu'est-ce qui change par rapport aux autres années? C'est que l'épisode caniculaire est arrivé beaucoup plus tôt dans l'année. En effet, cet épisode a commencé dès le début du mois de juin et ce n'était pas arrivé depuis au moins 25 ans. Les pics de température étaient tels que le service météorologique national hellénique a émis une alerte orange pour canicule, indiquant des températures atteignant des sommets dangereux. En effet, on a pu voir que les températures ont dépassé les 40 degrés à l'ombre, ce qui a notamment entraîné la fermeture de l'Acropole, donc à Athènes, aux horaires les plus chaudes de la journée. Les pics de la canicule étaient attendus le mercredi 12 et le jeudi 13 juin 2024 et il y a eu en effet une maximale enregistrée à 44,5 degrés Celsius dans l'ouest de l'île de Crète. Au vu de cette canicule précoce et en plus de ça de l'afflux constant de touristes en ce début d'été de tout horizon, les autorités locales ont recommandé aux vacanciers d'éviter les activités extérieures pendant les horaires les plus chaudes de la journée. Cependant, malgré ces avertissements, on a de nombreux touristes qui continuent de s'aventurer dans les paysages pittoresques des îles grecques, parfois malheureusement avec des conséquences tragiques.
En effet, depuis le début du mois de juin, le nombre de décès de touristes étrangers est assez impressionnant. Il s'agit très souvent d'étrangers qui sont partis randonner ou se balader avec pas ou peu de précautions. La médiatisation de cette série noire va commencer avec la disparition inquiétante de Michael Mosley. Alors Michael Mosley, lui avait 67 ans au moment de sa disparition et c'était une personnalité publique connue en Grande-Bretagne en tant que médecin et participant à plusieurs émissions anglaises. Alors qu'il était en vacances avec sa femme en Grèce, il va disparaître dès le mercredi 5 juin après être parti randonner sous 37 degrés sur l'île de Symi, que je vous montre ici sur la carte. Donc juste pour information, le territoire de la Grèce est composé de 3 unités géographiques. On a la Grèce continentale, la presqu'île du Péloponnèse et les îles qui représentent 1/5 de la superficie totale du pays. Donc lui, il était sur cette île, l'île de Symi, sur la plage de Saint-Nicolas, une bonne partie de la journée de sa disparition, en tout cas une bonne partie de la matinée. Il était avec sa femme et des amis. Et lui, pour repartir, il a décidé de rentrer à leur villa qu'ils avaient louée au niveau de la ville de Symi. C'était un trajet d'une 20aine de minutes, mais malheureusement, vous vous en doutez, il ne rentrera jamais. Et l'inquiétude va vite grandir concernant la disparition du médecin, parce que en effet, il n'est parti qu'avec une seule bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, et il est parti surtout sans son téléphone portable. Une inconscience qui va malheureusement lui être fatale. Les recherches au total ont duré 5 jours. D'importants moyens ont été mobilisés pour retrouver le disparu. Des hélicoptères ont survolé l'île. Il y a même 2 des 4 enfants du médecin qui sont venus sur place et qui ont refait plusieurs fois le trajet entre la plage de Saint-Nicolas et la villa, mais qui n'ont pas retrouvé malheureusement de traces de leur père. Et c'est malheureusement à l'issue des 5 jours de recherche que Michael Mosley sera retrouvé décédé. Alors comment ça s'est passé ? C'est le maire de Symi, Eleftherios Papakalodoukas, qui va être à l'origine de cette tragique découverte. En effet, lui, il s'était rendu à la station balnéaire d'Agio Marina, qui est située dans la zone de recherche établie par les autorités. C'est complètement à l'opposé de la direction de la villa, donc dans la ville de Symi, où normalement aurait dû se rendre le docteur. Alors qu'il partait à ce niveau-là en bateau avec une équipe de télévision grecque, il va voir quelque chose d'inhabituel à côté d'une clôture d'un bar-restaurant d'Agio Marina. Donc le maire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler le gérant du lieu pour lui demander d'aller vérifier. Ce dernier expliquera que plus il s'approchait du lieu désigné par le maire, plus il voyait un objet refléter la lumière du soleil. Et cet objet, c'était une montre au poignet d'un corps malheureusement étendu là, face vers le haut, inanimé. Et donc c'est lui qui fera la morbide découverte. Le corps d'un homme gisait à ce niveau-là. Les pompiers et les policiers vont se rendre sur place et ne vont que pouvoir constater le décès de l'homme. Il s'agissait bien de Michael Mosley. Alors ce qui est vraiment frustrant, c'est qu'il est à 30 mètres de l'endroit où les vacanciers avaient l'habitude de profiter du soleil et de la mer, et même à 30 mètres d'une terrasse ombragée. On se demande comment ça s'est passé et pourquoi est-ce qu'on le retrouve aussi tard. Au départ, c'est quand même assez incompréhensible parce que même si les recherches se sont vraiment basées au tout début sur le trajet entre la plage de Saint-Nicolas et la villa de résidence du docteur, la zone de recherche s'est vite étendue un peu plus au nord, englobant d'ailleurs Agia Marina. L'hélicoptère avait survolé cette zone et les pompiers avaient même fouillé très près de l'endroit où le corps a été retrouvé, mais sans succès. Ce qui nous montre finalement que les recherches peuvent vraiment passer à côté très facilement d'un corps, que ce soit des recherches aériennes ou même des recherches terrestres. Ici, autour de cette oasis que représente le bar-restaurant, le paysage est quand même assez désertique. Sans l'œil vif du maire, on se demande mais combien de temps on aurait mis pour retrouver le corps du pauvre docteur. Bon, maintenant on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé
quels sont les événements qui ont fait que le docteur Mosley se retrouve à ce niveau-là, complètement à l'opposé de là où il devait aller, donc c'est-à-dire à sa villa. L'homme avait été repéré donc le jour de sa disparition sur une caméra de vidéosurveillance. Il tenait un parapluie violet distinctif pour se protéger de la chaleur torride d'environ 40 degrés. Il marchait dans Pédy. Et au lieu d'aller vers Simi, il a emprunté un sentier sur la droite, un sentier de montagne assez dangereux, assez escarpé, et en plus connu pour sa présence de serpents venimeux. Et c'est ce chemin qu'il a emprunté qui mène à Agia Marina et au bar-restaurant proche du lieu où son corps a malheureusement été retrouvé. Il a été également aperçu sur d'autres enregistrements de caméras de vidéosurveillance en train de marcher à environ 1 minute de marche du bar-restaurant. Et à ce moment-là, sur ces caméras, on le voit malheureusement trébucher, dévaler une pente pendant plusieurs minutes, puis s'arrêter au bord d'une clôture. Le médecin aurait ensuite contourné cette clôture avant d'arriver à 30 mètres de la plage. Il était aperçu sur les caméras de vidéosurveillance en détresse, épuisé, mais personne ne l'a vu et il s'est effondré à ce niveau-là. C'est quand même super triste. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il aurait pu arriver à ce niveau-là ? Pourquoi il s'est pas rendu compte qu'il se trompait complètement de route après avoir marché 2h15 au lieu des 20 minutes normalement pour se rendre à sa villa et complètement à l'opposé, comme je ne cesse de le rappeler. Donc on pense tout de suite à l'hypothèse d'une déshydratation qui a causé derrière une possible désorientation due à l'écrasante chaleur ou tout simplement il s'est trompé de chemin et il ne savait pas comment rentrer à son logement. C'est vrai qu'il est parti avec une seule petite bouteille d'eau, c'est assez inconscient, mais on peut se dire qu'il s'est dit que bon, pour marcher une vingtaine de minutes, ça va suffire. Moi, je pense que sa plus grande erreur, ça a été de partir sans son téléphone portable. Parce que je pense qu'au moment où il a senti qu'il était désorienté, à ce moment-là, il aurait clairement pu appeler à l'aide avec son téléphone ou tout simplement même regarder où il se trouvait sur une carte ou avec son GPS et pouvoir s'orienter vers la bonne direction. Mais on peut aussi se demander est-ce qu'il était complètement conscient à ce moment-là de toute façon. Et pourquoi on se pose cette question ? Tout simplement parce que le docteur Mosley avait déjà souffert d'une crise d'amnésie en 2019 provoquée par une baignade dans des eaux glaciales. Il avait lui-même expliqué, et je cite, « J'étais lucide et la seule chose qui n'allait manifestement pas chez moi, c'était le fait que je n'avais aucun souvenir de comment j'étais arrivée là, ni de ce qui m'était arrivé. » Évidemment, une pensée à ses proches qui ont dû vivre des moments extrêmement compliqués. Mais alors pourquoi je vous ai raconté cette disparition et cette mort tragique ? Parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à médiatiser, à recenser 5 autres décès de touristes au cours du même mois de juin, donc pour un total de 6 décès de touristes étrangers dans un très court laps de temps finalement. Pour faire court, mais pour que vous ayez une idée, le 13 juin, on a un touriste belge de 80 ans qui a été retrouvé mort près de la cité antique de Lato dans l'est de la Crète. 2 jours après, donc le 15 juin, un Néerlandais de 74 ans décède à son tour sur l'île de Samos. Son corps a été repéré dans la matinée par un drone des pompiers. Il gisait dans un ravin à quelques centaines de mètres de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois, en train de marcher avec difficulté. Le lendemain, donc le dimanche 16 juin, le corps d'un touriste américain de 55 ans a été découvert en mer, près du port de Matraki, un peu plus loin, là, un peu plus éloigné, au large de l'île de Corfou, sur la côte nord-ouest de la Grèce. Donc, d'après Athens News Agency, le cinquantenaire était en vacances à ce niveau-là et il a été vu pour la dernière fois par des habitants dans un café le mardi précédent. 3 jours après, le 19 juin, un Néerlandais de 55 ans a également été retrouvé mort dans sa voiture près d'une falaise dans le sud-est de l'île. Et enfin, la mort la plus récente, qui date au moment où je tourne cette vidéo, du début de semaine, donc de lundi 24 juin, c'est celle d'un homme, d'un Allemand de 67 ans. Il a été malheureusement retrouvé décédé aux gorges Triptytis à la Canée en Crète. Sa disparition avait été signalée 4 jours auparavant par sa conjointe. Le sexagénaire qui avait disparu avait appelé avec son téléphone portable que lui donc avait embarqué pour demander de l'aide à sa conjointe car il se serait blessé, selon ce que rapportent les médias grecs. Lui aurait également fait une erreur fatale, celle de partir
sans bouteille d'eau malgré les fortes chaleurs enregistrées. Donc c'est pour ça que son épouse s'est très vite inquiétée. Les identités des personnes décédées n'ont pas toutes été dévoilées, ni même les causes des morts d'ailleurs. Cependant, on peut quand même remarquer que tous les touristes qui sont tristement décédés ont des points communs. Notamment, déjà ce sont des touristes, ensuite ce sont tous des hommes qui étaient seuls au moment des faits, âgés en moyenne d'une soixantaine d'années. Et donc avec tout ce que je vous ai énoncé, on peut imaginer plusieurs causes pour leur mort qui tournent, je pense, autour d'un facteur principal, pic de chaleur et les températures caniculaire. Chaleur qui, comme pour le docteur Mosley, a pu causer désorientation, malaise ou encore manque de vigilance et accidents associés. On note aussi que pour certains cas, le manque de précaution de la part des malheureux, notamment le manque d'hydratation, des marches à des horaires non recommandés, certains qui se déplacent sans leur téléphone portable et en solo, a certainement amené effectivement à ces issues tragiques. Mais alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Tout simplement parce que je veux mettre en parallèle 3 disparitions qui se sont déroulées à peu près à la même période et qui sont à ce jour encore non résolues. Donc là, je vais vous parler de la disparition pour laquelle, à l'origine, j'ai été contactée, la disparition d'un ressortissant franco-américain, Albert Calibé. Lui, il a disparu à partir du mardi 11 juin 2024, donc en pleine période caniculaire. Donc c'est un homme qui est originaire du Pays Basque, mais qui habite au moment de sa disparition en Californie. Et à partir de cette date, donc du mardi 11 juin, il ne va plus donner de nouvelles à personne. Il ne répond pas au téléphone à ses proches. Et ce n'est pas du tout dans l'habitude de cet ancien adjoint du shérif du comté de Los Angeles qui avait dédié sa vie à aider celle des autres depuis ses 25 ans. Donc c'est un homme de 59 ans qui a une vie bien remplie, qui est entouré de ses proches, qui a une petite amie. Il est sportif, il a l'habitude de venir randonner en Grèce. Ça fait 10 ans qu'il vient faire des randonnées sur l'île d'Amorgos, une île des Cyclades. Donc les Cyclades, c'est un archipel de Grèce. Cette île qui fait environ 40 km de long. Donc c'est assez petit quand même. C'est une île qui est vraiment un paradis pour les randonneurs. Et en plus de ça, de plus en plus prisée par les touristes, notamment parce que c'est le lieu de tournage d'un film très connu, Le Grand Bleu, par Luc Besson, qui a été tourné là-bas il y a quelques années maintenant. Donc l'île propose de très nombreux sentiers, généralement d'anciens chemins muletiers, bordés de murets en pierre, pour découvrir et apprécier des vues superbes sur la mer. Par ailleurs, ce qui est bien, c'est que ces sentiers amènent d'un village à un autre, et entre ces villages, on peut s'arrêter à des petites guinguettes pour boire une boisson rafraîchissante. Sur cette île, il y a 8 sentiers balisés et c'est le sentier numéro 8 qu'Albert va emprunter le mardi 11 juin 2024 à partir de 7h du matin, donc très tôt. C'est un sentier qu'il connaissait déjà, qu'il avait déjà emprunté plusieurs fois, qui ne présentait pas de difficultés particulières, si ce n'est pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, sa longueur qui pourrait en décourager plus d'un. En effet, le parcours depuis le nord de l'île, donc depuis Aidiali, jusqu'au village de Katapola, dure environ 5 heures. Lui, il connaît bien cette randonnée parce qu'il la pratique depuis un moment. C'est même devenu une routine pour lui, donc ça lui fait pas du tout peur. En plus de ça, il a l'habitude de marcher, donc il s'équipe en conséquence et il s'hydrate en fonction. Casquette sur la tête et chaussures de marche, il prévient ses proches de son départ et reste en contact et en communication avec eux grâce à son portable. Enfin, il a plutôt 2 portables sur lui. Il en avait un qui était sous AT&T, qui est un fournisseur américain, et un sous la poste mobile. À presque mi-chemin de son parcours, il s'arrête dans une petite guérite pour se rafraîchir. Il va commander un coca, puis il va acheter une bouteille d'eau avant de repartir. 1 heure plus tard, il va discuter sur le sentier avec un couple de randonneurs, un couple d'Australiens. Donc ce couple va rapporter cette discussion aux autorités locales quand ils apprendront la disparition d'Albert. Ils vont expliquer qu'à ce moment-là, il était très conscient, qu'il paraissait très bien et qu'ils ont même pris le temps de parler ensemble. Mais à ce moment-là, ils ne savaient pas que c'était certainement les dernières personnes à avoir vu
Albert. Il faut savoir que le jour de sa disparition, Albert avait un rendez-vous avec un ami grec à son point d'arrivée à Katapola vers midi pour déjeuner avec lui. Donc malheureusement, il ne s'est pas présenté à son rendez-vous et c'est cet ami qui donnera l'alerte parce qu'il va essayer de l'appeler, de le contacter, mais il ne répondra pas. La dernière fois qu'un de ses proches a été en contact avec Albert, c'est le jour même, et même pendant la marche. Albert va envoyer un message à sa sœur, il va envoyer le texte d'un panneau de signalisation. Il avait également été en contact tôt le matin avant de partir en randonnée avec sa petite amie et elle va très vite comprendre que quelque chose ne va pas parce que quand elle se réveillera le lendemain, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un décalage horaire, elle verra qu'il n'aura jamais répondu à ses SMS. Et d'ailleurs, quand elle va se renseigner, personne ne va avoir eu de ses nouvelles et personne ne va réussir à le joindre à partir du 11 juin 2024. Donc très vite, l'ambassade américaine en Grèce et les autorités locales ont été prévenues de la disparition inquiétante d'Albert. La mairie d'Amorgos a communiqué cette disparition sur les réseaux sociaux, lançant un appel à témoins et déclenchant des recherches intensives selon eux. Bon, c'est pas vraiment ce qui a pu être constaté sur place par les proches du disparu, s'étant déplacé. En effet, le frère d'Albert, Oliver, a mis toute sa vie entre parenthèses, a pris le premier avion avec plusieurs volontaires à ses frais et il est parti à la recherche de son frère. La petite amie d'Albert s'est également rendue sur place pour chercher son partenaire. Au départ, ils ont tous grand espoir, ils se disent Albert, il a été entraîné au survivalisme, c'est un très bon nageur, il a une très bonne condition physique, on va le retrouver en vie, il doit être quelque part. Tout le monde, donc que ce soit les équipes de secours locales, mais également l'équipe formée par Oliver sur place, l'équipe de bénévoles, pense qu'ils vont le retrouver rapidement. Malheureusement, les jours passent et Albert est toujours disparu. Le frère d'Albert se rend compte finalement qu'ils sont bien seuls sur place. Le gouvernement grec et surtout américain n'aide pas vraiment aux recherches. Alors il y a bien eu un hélicoptère dès le lendemain de la disparition qui a survolé une zone pendant environ 2 heures, mais ils ne sont jamais revenus ensuite. Et il y a bien eu aussi l'utilisation de quelques drones, mais sans plus, et ça n'a rien donné. Et en plus on peut voir que même avec l'utilisation d'un hélicoptère et des drones, on peut complètement passer à côté d'un corps. Et au moment où je vous parle, là ça fait 15 jours que le frère est sur place à chercher son frère. Plus les jours passent, plus malheureusement les chances de le retrouver en vie s'amenuisent, mais il essaye quand même toujours de garder espoir. Il a dit qu'il n'abandonnera jamais. La zone de recherche a quand même un peu pu être délimitée avec les informations obtenues, notamment le fait qu'il ait bu à un endroit un coca et qu'il a acheté une bouteille d'eau, mais aussi le fait qu'il ait discuté avec un couple d'Australiens. Malheureusement, la zone de recherche reste quand même assez vaste et elle pourrait être bien amoindrie, notamment avec l'étude des pings téléphoniques. Alors je vous avais déjà parlé de l'utilisation de ces pings il y a quelques années dans une vidéo consacrée à la disparition du MH370. Cette étude d'ailleurs des pings dans le cas de cette tragédie avait permis d'établir un trajet estimé de l'avion disparu. Donc l'étude des pings dans le cas d'Albert aurait permis un suivi des déplacements et une possible localisation de ce dernier s'il était bien en possession de ces 2 portables. Là, en tout cas, il était parti avec. L'obtention de ces informations pourrait grandement aider à définir et délimiter une zone de recherche. Cependant, bien que les compagnies téléphoniques ne semblent pas du tout contre fournir ces données aux autorités, c'est le gouvernement grec qui coince. En effet, il a été rapporté aux proches du disparu que c'était une pratique illégale et qu'ils avaient déjà eu des soucis 2 ans auparavant avec ces données-là dans un autre dossier. Et donc, ils n'ont pas envie de se mouiller une 2e fois, quoi, en gros. La petite amie d'Albert va expliquer qu'elle a également essayé de demander aux autorités les relevés téléphoniques du disparu pour voir s'il avait fait d'autres tentatives de communication. Mais on lui a dit également que c'était illégal. En fait, c'est assez rageant quand on sait à quel point ça pourrait aider à retrouver le franco-américain. Et c'est pas tout, Oliver avait demandé à ce que soit envoyé sur le terrain des équipes cynophiles pour aider aux recherches juste après la disparition de son frère. Et malheureusement, ça leur a été refusé. Ils sont peut-être passés à côté donc d'une chance de retrouver
Albert en vie et assez tôt. Le frère s'est donc entouré, lui, de son côté, de volontaires spécialisés, notamment en recherche de victimes de catastrophes naturelles. Il a fait en sorte que des équipes canines avec des chiens viennent tenter de flairer la piste de son frère sur son parcours estimé, sans succès malheureusement. Il faut noter qu'Oliver n'a essuyé que des refus quant à ses demandes également de louer les services d'un pilote d'hélicoptère pour les aider dans les recherches ou encore un bateau. Moi, ce que je trouve fou, c'est quand même que ce soit les proches qui doivent chercher tout seuls, avec la fatigue, la peur, le stress et le désespoir et l'impuissance auxquelles ils font tous face. Son frère explique qu'il cherche pas à pas, mais qu'il est perdu. Tous les recoins possibles sont fouillés, les crevasses, les abris sur les chemins, les bas des pentes. Dites-vous qu'il a en tête qu'il peut tomber sur le cadavre de son frère. Donc c'est quand même traumatisant. C'est une horreur. D'ailleurs, pendant ses recherches, il est tombé sur plusieurs cadavres. Alors des cadavres d'animaux, certes des cadavres de chèvres, mais ça veut dire quand même qu'il en retrouve. Et lui, il n'a trouvé aucune trace de son frère, même pas un indice. Donc il communique énormément sur les réseaux sociaux, sur l'avancée des recherches, ce qu'il fait aussi chaque jour parce qu'il est encore là-bas. Et il exprime aussi à travers plusieurs vidéos son désespoir et ce sentiment d'abandon. Il en veut énormément au gouvernement américain qui ne fait rien pour aider ou pousser les recherches terrestres. Il dit que son frère mérite, lui qui a été au service des autres pendant presque toute une vie, qu'on lui rende l'appareil. En tout cas, c'est ce qu'il déplore dans plusieurs vidéos, exténué, furieux et triste. I know Greece is trying to do what they can. I get it. They're limited resources, but I would expect a little more from the United States. I don't know why the US can't come here and help me. I'm here with 6 people from LA. We're here, we're here on our own dime. We're trying to do what we can. I always thought the U.S. is so strong, and we're like, rah, and it's a joke. It is a joke. I mean, this is a small little island. This guy should have been found days ago. Had the U.S. just put just a little tiny effort in this. But that's the Greek government. I can't be mad at them. They're doing what they can. But I am mad at the U.S., okay? Because they should be doing something. And I don't need phone calls. And I don't need interviews. I need help here. And I don't think I'm asking that much. This is a US citizen who needs to be brought home. And yes, I know probably the chances are very slim. But if there's that 1%, I just want to find my brother. Please support any way you can. Talk to whoever you can. But this could be your brother who just went on a vacation in Greece and the US is not doing anything for me. Nothing. Thank you. Là, en ce moment, il y a le pic de la saison estivale qui approche, c'est-à-dire juillet-août, et Oliver, lui, ne se sent plus du tout le bienvenu sur l'île. Il sent qu'on essaye de le décourager, de le faire arrêter ses recherches, je pense pour éviter toute mauvaise presse et un déclin du tourisme de l'île. Lui explique de toute façon qu'il n'abandonnera pas et qu'il ne peut se résoudre à partir et laisser son frère. C'est vrai que quand on s'imagine, et on peut pas s'imaginer à la place de ces familles qui recherchent leurs disparus, ça brise vraiment le cœur. En plus, lui, de son côté, Oliver, il a tout laissé derrière lui, c'est-à-dire que là, il a laissé son job et sa famille, ses amis, pour faire que rechercher son frère. Et d'ailleurs, ces recherches lui coûtent énormément d'argent. C'est lui qui paye les déplacements de tous, les logements de tous, ainsi que les moyens mis à disposition sur le terrain pour aider aux recherches, notamment par exemple l'utilisation des talkie-walkie. Donc pour les aider, une cagnotte a été mise en place. Donc comme je l'ai déjà dit sur mes réseaux sociaux, le montant semble énorme, mais les dépenses le sont encore plus. Et chaque montant peut aider. Donc je vous mets la cagnotte en barre de description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas, si vous avez les moyens, de soutenir cette famille. Également, n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes sur place, si vous y allez ou si vous y avez été à la même période qu'Albert,
Peut-être que vous avez pris des photos, vous le savez pas, mais il y a Albert dessus, donc n'hésitez pas à contacter la famille ou me contacter moi directement et je ferai la commission. Mais de toute façon, toute personne qui peut aider dans ce dossier, n'hésitez pas à contacter la famille. Merci pour eux en tout cas, et évidemment courage à la famille et aux proches d'Albert. Mais je voulais quand même vous dire qu'au vu de ce que je vous ai déjà exposé au cours de cette vidéo et du contexte météorologique, on peut penser qu'Albert a subi un coup de chaud qui l'a désorienté et qui l'a amené dans une zone complètement à l'opposé de la zone de recherche, comme ça a été le cas pour le docteur Mosley. Donc d'où l'importance, je pense, de l'obtention de ces données téléphoniques. On peut aussi également penser qu'en empruntant une voie en dehors du sentier balisé qu'il connaissait par cœur, il a eu un accident. Il a pu malheureusement se tuer sur le coup, dans un endroit pour le moment qui n'a toujours pas été fouillé, ou encore on peut penser qu'il a été blessé et qu'il s'est mis à l'abri et qu'il n'a pas réussi à contacter les secours et que malheureusement depuis il a succombé à ses blessures. Malheureusement sur place, presque toute l'équipe qui était venue aider le frère d'Albert, donc Oliver, a dû repartir chacun à sa vie, à ses occupations. Lui reste sur place, même s'il a dû réaliser le check-out de son hôtel parce que l'hôtel n'avait plus de place pour lui, donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc vendredi 28 juin. Mais il va réussir à en trouver un autre juste derrière. Et toujours aujourd'hui, ce 28 juin, il avait rendez-vous à Santorin pour qu'on lui prélève son ADN en vue d'une comparaison possible dans le futur si un corps non identifié est retrouvé. Mais la famille, pourtant très lucide, ne peut s'empêcher de penser, au vu des recherches infructueuses, qu'Albert aurait pu faire une mauvaise rencontre. C'est ce qu'exprime Oliver dans sa plus récente vidéo, réalisée au moment où je tourne ma vidéo. Il est persuadé que quelque chose lui est arrivé et que c'est criminel, parce que lui, après avoir cherché son frère sans relâche pendant plus de 15 jours, il se dit qu'il ne peut pas être là-bas, que tout a été fouillé. Alors a-t-il raison ou ne cherche-t-il tout simplement pas dans le bon secteur sans le savoir? En tout cas, on ne peut qu'espérer que sa ténacité porte ses fruits et qu'Albert soit retrouvé. Alors en vie, je pense, serait vraiment inespéré, mais de toute façon, l'espoir est ce qui fait tenir aujourd'hui les proches. Dites-vous qu'au lendemain de la disparition d'Albert, une double disparition va avoir lieu, toujours dans les Cyclades, donc sur une île voisine d'Amorgos, l'île de Sikinos, qui fait elle 40 km². Ces îles sont quand même extrêmement proches géographiquement. La concordance donc de lieu et de temps des disparitions est assez stupéfiante, parce que là on parle du lendemain de la disparition d'Albert. Donc c'est en effet 2 ressortissantes françaises qui vont elles aussi disparaître sans laisser de traces. La première disparue se prénomme Marie-Pierre Arfel, elle a 64 ans. Cette sexagénaire, surnommée Mappy, est habitante de Gassin et préparatrice en pharmacie depuis 25 ans à la pharmacie Sénéquier du centre-ville de Cogolin. Cette baroudeuse a l'habitude de voyager et de randonner, mais sans jamais prendre de risques. C'est d'ailleurs depuis avril 2024 qu'elle était partie pour réaliser un tour de Grèce en solo. Sa famille et ses amis étaient habitués de recevoir des photos d'elle en vacances, des paysages et des selfies. Marie-Pierre était très précautionneuse, comme l'explique son amie Laurie. Elle explique, je cite, « Elle avait préparé sa randonnée puisqu'elle avait consulté des sites internet et tracé le parcours de la marche prévue le mercredi de sa disparition. Et pour avoir déjà fait des marches avec elle, elle prévoyait tout. Son sac était toujours comme celui de Mary Poppins, avec des barres de céréales, des boissons et forcément une trousse à pharmacie. C'est pourquoi, avec le silence prolongé de Marie-Pierre, tout le monde commence à s'inquiéter. Les autorités prévenues, il a vite été mis en lumière qu'elle était partie avec une autre dame qui elle aussi a disparu le même jour, soit le mercredi 12 juin 2024. Donc il s'agit de Françoise Bouteau, âgée de 73 ans. Cette Rémoise, ancienne directrice d'ADPEI, structure départementale spécialisée dans l'hébergement de personnes en situation de handicap, voyage également seul sur cette île des Cyclades. Comme son fils l'explique sur TF1, je cite, « C'est quelqu'un qui ne dépasse pas ses limites, ce n'est pas quelqu'un qui est casse-cou ou qui fait n'importe quoi. Elle n'irait pas sur un sentier trop dangereux pour elle ou sur une distance ou une chaleur trop importante. » C'est donc ce mardi 12 juin au petit matin que les 2 femmes qui
qui logent dans des hôtels différents situés à 500 mètres l'un de l'autre se retrouvent et sont aperçus sur des images de vidéosurveillance en train de partir ensemble en randonnée. Elles ne repasseront pas par leur hôtel les nuits suivantes, ce qui n'était pas du tout prévu. Puis, vendredi matin, soit 2 jours après leur départ en randonnée, on est le vendredi 14 juin, le gérant de l'hôtel où séjourne Françoise va recevoir plusieurs appels de sa part. Ce dernier va révéler qu'elle avait tenté de le joindre pendant la nuit, il n'avait pas répondu, mais que lui l'avait rappelé le lendemain, donc le vendredi 14 juin, à 8h25. Ils ont essayé de discuter ensemble, mais ils ne se comprenaient pas au téléphone, ils ne parlent pas la même langue. Et il va expliquer quand même, le gérant, qu'il entendait que Françoise avait une petite voix assez faible, elle semblait fatiguée. Elle va raccrocher donc, et elle va lui envoyer des messages sur WhatsApp, et même une photo. Donc, comme je vous le montre à l'écran, on la voit allongée sur le sol, et elle écrit « I am fall » en anglais, donc pour exprimer qu'elle était très certainement tombée. Donc lui, il va répondre dans la foulée, de lui envoyer sa position dans Google Maps. Il demande si elle est proche d'épiscopie également, mais il n'obtient pas de réponse pendant plusieurs minutes. D'ailleurs, on s'aperçoit que Françoise n'a plus lu ou reçu ses messages à partir de 8h33. Après cela, le gérant va dire à Françoise d'appeler le 112, donc numéro d'urgence européen, chose qu'elle n'aurait apparemment pas fait selon les informations qu'on a aujourd'hui. Vu qu'il n'obtient pas de réponse, il va le même jour, dans la foulée, prévenir les autorités locales de la disparition de Françoise. Et le lendemain, soit le samedi 15 juin, l'alerte est déclenchée également pour celle de Marie-Pierre. Les recherches ont été assez intenses sur l'île, comme l'explique le fils de Françoise. Les locaux se sont vraiment mobilisés et les gendarmes de Santorin ont été réquisitionnés. Le maire de l'île va expliquer que c'est la première fois qu'une telle chose arrive à Sikinos. Donc les autorités locales vont ratisser les 40 km de chemin, mais aussi l'ensemble des chapelles et maisons abandonnées du secteur. Pour le moment, au moment où je vous parle, ils n'ont toujours pas trouvé de traces des 2 femmes. Donc, les autorités ont tenté de localiser Françoise via le signal émis par son téléphone portable, mais elles n'ont pas réussi à déterminer des coordonnées GPS exactes, seule une zone au sud de l'île. Donc les pompiers de l'île de Syros ainsi que des volontaires vont ratisser cette région où se trouvent de nombreux sentiers, dont certains ne sont pas cartographiés. La fille de Françoise, accompagnée de son oncle, va se rendre sur place, elle va vouloir aider dans les recherches, mais elle va être confrontée à un accueil assez difficile et elle n'est pas autorisée à aider. Et donc elle aura pris plus tard la décision de repartir en France. C'est ce qui a découragé d'ailleurs les amis de Marie-Pierre de leur venue sur place pour aider aussi à chercher Marie-Pierre, donc leur amie. D'ailleurs, l'une d'entre elles va avoir accès à une photo prise sur le téléphone de Marie-Pierre le 14 juin, soit 2 jours après la disparition. Donc le fameux vendredi où il y a eu aussi les appels de Françoise au gérant de son hôtel. Et sur cette photo, on voit une femme en train de se baigner et selon l'ami de Marie-Pierre, je cite, il s'agirait de Françoise Bouteau. Autre fait troublant. Une personne a cherché à consulter, toujours ce même jour, toujours ce vendredi 14 juin, 2 jours après leur départ en randonnée, en milieu d'après-midi, un document du cloud de Marie-Pierre, alors que même son téléphone n'aimait plus depuis le 12 juin, et qu'elle est la seule à pouvoir accéder à ce cloud parce qu'il faut un mot de passe. Pour ceux qui ne le savent pas, le cloud, c'est un espace de stockage numérique. Donc effectivement, devant ces éléments assez mystérieux, les doutes commencent à monter. Alors pourquoi une photo a été prise avec le téléphone de Marie-Pierre 2 jours après son départ en randonnée, accompagnée de Françoise? Pourquoi Françoise n'a plus répondu au gérant de l'hôtel après l'envoi de sa photo? Pourquoi aucune des 2 femmes ne semble avoir appelé le 112, qui aurait pu localiser rapidement les appels et donc les 2 disparus? Qui a consulté des documents sur le cloud de Marie-Pierre et dans quel but? Elle-même ou quelqu'un d'autre? Que s'est-il passé entre le mercredi 12 juin et le vendredi 14 juin? Pourquoi ne sont-elles pas repassées par leurs hôtels? Se sont-elles perdues et ont-elles trouvé refuge quelque part? Mais pourquoi n'avoir prévenu personne avant le vendredi? Donc c'est normal que les proches de Marie-Pierre commencent à avoir de sérieux doutes alors qu'au départ, tout laissait penser à un accident et potentiellement à un suraccident. Malheureusement, ça arrive les suraccidents dans les zones escarpées. J'ai notamment en ce sens une pensée pour le couple de Français disparus au Portugal à Madère. Ça avait fait grand bruit il y a quelques mois. Il y a malheureusement un couple qui a été retrouvé sans vie. Les 2 corps avaient été retrouvés plusieurs semaines après leur disparition. Donc en avril 2024, il me semble, dans un ravin
très glissant et la piste accidentelle est à ce jour toujours privilégiée. Pour nos 2 femmes disparues en Grèce, bien qu'elles aient été aperçues partir ensemble le mercredi 12 au petit matin, les autorités locales ne peuvent pas affirmer qu'elles étaient ensemble au moment de leur disparition. En soi, ça pourrait être vrai, parce qu'on les voit juste partir ensemble, mais après leurs chemins se sont peut-être séparés. Mais au vu de la photo que l'amie de Marie-Pierre aurait vue, prise 2 jours après leur départ en randonnée, où elle pense reconnaître Françoise se baignant dessus, cela paraît assez peu probable. Pour ce qui est des enquêtes, au total on a 3 enquêtes. On a une enquête ouverte par les autorités locales en Grèce, une autre par le parquet de Reims en charge du dossier de Françoise Bouteau, et une 3e par le parquet de Draguignan en charge du dossier de Marie-Pierre Arfel. D'ailleurs, le procureur du tribunal de Draguignan explique, je cite, qu'il s'agit pour nous de travailler sur l'environnement, la téléphonie et sur les comptes bancaires de la personne disparue. Il faut savoir que les enquêtes en France pour ces 2 disparus sont qualifiées d'enquêtes miroirs par rapport à celles déjà réalisées en Grèce. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été évoquées par les amis de Marie-Pierre. Avec tout ce que je viens de vous énoncer, elle pense à une possible mauvaise rencontre, à un crime, à un accident de voiture camouflé ou à la chute d'une falaise. Sans nouvelles, on est obligé de penser à toutes les pistes, c'est clair. Et de son côté, le fils de Françoise, lui, essaye de rester le plus cartésien possible. Je vais le citer à travers ses propos qui ont été rapportés par France Bleu. Pour l'instant, on est donc sur un accident parce que les éléments en notre possession font penser à un accident. On est sur cette ligne-là jusqu'à preuve du contraire, et j'espère que je ne me trompe pas. C'est troublant, c'est sûr, mais cela peut arriver en montagne. Un accident, un suraccident, une personne qui tombe et en emmène une autre, c'est plus probable que certains raisonnements alambiqués que j'ai pu lire. Il explique aussi qu'il est souvent en contact avec le chef de la police locale et que lui veut absolument savoir la vérité et qu'il n'a pas l'intention d'abandonner. Également, les amis de Marie-Pierre Arfel sont en relation quasi quotidienne avec les enfants de Françoise. Et elles expliquent, qu'elles ne comprennent pas le silence et l'immobilisme des autorités françaises. Elles disent qu'il ne se passe rien. Qu'il y a pourtant des bénévoles et leurs chiens de recherche qui sont prêts à partir depuis les Alpes-Maritimes pour aller aider la police grecque. Ils attendent juste l'autorisation de l'État français, mais apparemment ils n'ont aucune nouvelle. Au fil du temps qui passe, évidemment l'espoir des proches des 2 disparus de les retrouver en vie s'amenuise et le sentiment d'abandon s'installe, comme l'explique la nièce de Marie-Pierre. Elle dit, je cite, « Après avoir menacé de parler à la presse davantage, nous avons eu une réponse du ministère des Affaires étrangères nous indiquant qu'il ne pourrait intervenir uniquement à la demande des autorités locales. » Et donc elle explique se sentir abandonnée par la France. Mais alors, pourquoi une telle hécatombe en ce mois de juin 2024 en Grèce ? De manière globale, il semble que cela soit dû à plusieurs facteurs, notamment des températures extrêmes et un tourisme en plein essor. Pour ce qui est de nos 3 touristes disparus qui restent encore aujourd'hui introuvables, nous ne pouvons pas du tout affirmer ce qui s'est réellement passé tant que ces personnes-là n'ont pas été retrouvées. Même si la piste accidentelle est privilégiée en cette période de forte chaleur, il est normal dans le désespoir que les proches des victimes évaluent toutes les hypothèses. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour rappeler certaines précautions si vous aimez randonner et surtout en été. Et là on arrive en été et les fortes températures sont déjà bien présentes, comme vous pouvez le voir sur ma tête parce que je transpire énormément. Il est recommandé donc de boire beaucoup d'eau, de rester à l'ombre et de porter des vêtements amples. Donc pour ce qui est des randonnées, des activités physiques, essayez de privilégier soit tôt le matin, soit tard le soir, mais pas les horaires où les températures sont les plus élevées, donc pas en pleine journée. Tout le monde est évidemment encouragé à prévenir quelqu'un, la famille, un proche, de son parcours, de son plan de déplacement, et également de toujours avoir sur soi un téléphone chargé. Ce sont des mesures simples, mais qui peuvent sauver des vies et prévenir de nouvelles tragédies, surtout en cette période estivale. Donc, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas la cagnotte pour les recherches d'Albert, donc le franco-américain disparu dans les Cyclades. J'espère vraiment que ces familles vont pouvoir retrouver leurs proches en vie. Ce serait vraiment miraculeux, mais en tout cas savoir au moins ce qui leur est arrivé. Nous on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse parce que j'ai vraiment transpiré, il fait vraiment très très chaud et j'ai dû enlever mon ventilateur. Donc désolée si
je suis assez dégoulinante. Je vous remercie du soutien que vous allez montrer dans les commentaires sous cette vidéo pour les proches des disparus. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.